Les origines. Et oui, pour conclure cette émission, on remonte aux origines. On est toujours avec Jean-Luc Lemoyne et on écoute avec attention David Castello-Lopez qui nous parle de sa passion pour les tanks de combat. J'ai été enfant, moi, dans les années 80, à une époque où la réflexion sur les stéréotypes de genre et leur propension à perpétrer les systèmes de domination n'en était qu'à ses balbutiements. Et donc, j'ai grandi comme tous les petits garçons occidentaux depuis des centaines d'années en jouant à la guerre. J'ai joué à la guerre avec de fausses épées en plastique, de faux revolvers en plastique, de fausses armures en plastique. J'ai joué à la guerre avec des armées de petits soldats moulés en plastique qui se battaient dans des guerres minuscules sur la moquette du salon. Et bien sûr, dans mes armées de petits soldats, il y avait des tanks dont les tourelles tournaient et dont j'imitais les bruits d'obus en faisant comme ça. Voilà, peut-être que la plupart des petits garçons s'arrêtent là, mais moi j'ai gardé un certain goût pour la chose militaire. Alors pas un fétichisme non plus, je suis pas du genre à me tripoter sur des obusiers de la Wehrmacht, mais un certain goût. Vous n'êtes pas engagé non plus. Je suis pas engagé non plus. Mais un certain goût pour la chose militaire. Et donc je suis assez content aujourd'hui de pouvoir vous parler du tank. Le tank, c'est né d'un rêve de soldat, celui de pouvoir combiner la protection d'un mur avec le mouvement d'un cheval. Un tank, c'est un mur qui se déplace, derrière lequel on est à l'abri et au travers duquel on peut envoyer des projectiles en feu sur les gens méchants qui vous attendent de l'autre côté. Le premier à avoir imaginé une sorte de tank, c'est Léonard de Vinci, comme très souvent. Mais son engin, il n'a jamais été réalisé, c'était juste un dessin. Et en plus, c'était un tank que les gens à l'intérieur devaient pousser eux-mêmes de l'intérieur, donc pas hyper pratique. Après ça, la vérité, c'est que le principe du tank n'est revenu qu'avec le développement du moteur à explosion au 19e siècle, fin du 19e siècle. Le premier concept de tank qui ressemble un petit peu à nos tanks à nous, c'est un polytechnicien français qui s'appelait Léon-René Levavasseur, qui l'a dessiné en 1903, mais il a réussi à convaincre personne que c'était cool. Tout ensuite a changé, bien sûr, avec la Première Guerre mondiale, cette boucherie internationale avec des tranchées infranchissables dans tous les sens. Et là, les Anglais en particulier se sont dit: vas-y, faut qu'on développe le mur qui bouge là, ça va nous donner un avantage décisif. Et après plusieurs prototypes, ils ont sorti en 1916 le tank Mark I. Tank, en anglais, vous savez ce que ça veut dire ? Réservoir. Ça veut dire réservoir. Ce qui est bizarre, parce que je veux dire, c'est pas un réservoir, un tank militaire, c'est une machine de mort des ténèbres. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un tank ? Eh bien, je vais l'expliquer. La mise au point de ce premier tank, le Mark I, elle a pris des mois et des mois. Et les Anglais, ils avaient peur des espions qui pourraient les espionner, donc ensuite cafeter sur le fait qu'ils étaient en train de préparer un truc de malade. Et donc ils se sont dit, il faut qu'on trouve un nom neutre qui camoufle le fait qu'on est en train de travailler sur une arme de malade. Et donc, dans leur communication, ils disaient qu'ils étaient en train de travailler sur des water tanks, ça voit, des réservoirs d'eau comme ça. Depuis, évidemment, tout le monde a bien vu que c'était pas des réservoirs d'eau, mais le nom est resté, et c'est pour ça qu'on appelle ça encore aujourd'hui des tanks. Bon, la première fois que les tanks Mark I ont été déployés contre les Allemands, c'était le 15 septembre 1916. Ça n'a pas été super glorieux. La plupart des tanks, ils sont tombés en panne. Les autres, ils sont embourbés à l'infini sur le terrain. Mais il y en a quand même quelques-uns qui ont réussi à traverser les lignes allemandes. Et ça a eu surtout un effet psychologique de dingue, dans le sens où ça a terroriser les soldats allemands. Et donc, par la suite, dans les années qui ont suivi, dès 1917, il y a eu des tanks améliorés qui ont été construits et qui ont été assez décisifs dans la guerre. Bon, j'ai pas le temps de vous faire toute l'histoire des chars d'assaut au XXe siècle. Ça a été décisif dans la victoire allemande en juin 1940 et ça a été à peu près dans toutes les invasions terrestres du XXe siècle. Mais j'ai surtout envie de me concentrer sur l'actualité du tank. Je vous ai dit au départ que les tanks c'était des murs qui bougeaient, c'est vrai, mais le problème c'est que si en face les méchants ont des armes qui peuvent détruire les murs et ce qu'il y a derrière, eh ben les tanks ils servent plus à rien. Et comme dans toute l'histoire de l'équipement militaire, il y a une course qui se joue aujourd'hui entre les armes anti-tanks et la capacité des tanks à ne pas être endommagés par ces armes. Et franchement, côté tank, on arrive aujourd'hui
a des trésors d'inventivité en matière de protection. Je peux vous parler, et c'est ce que je vais faire, par exemple, de l'ultramoderne T-90M russe, dont un exemplaire a été capturé par l'armée ukrainienne il y a quelque temps. Les T-90M, ils ont 4 couches de défense sur eux qui rend vraiment très très difficile le fait de leur péter la gueule. La première de ces couches, c'est qu'ils sont couverts d'une matière secrète qui, d'après les Russes, qui ne sont pas non plus les personnes les plus fiables du monde, les rend difficilement détectables par les radars et par les têtes chercheuses des missiles. La deuxième couche, c'est que si un missile arrive effectivement vers eux, il est détecté par le tank et le tank lui envoie automatiquement, en quelques millièmes de seconde, un projectile qui va donc à sa rencontre pour détruire ce missile à distance avant même que le missile n'ait touché le tank. Troisième ligne de défense, c'est que le revêtement du char lui-même est explosif. C'est-à-dire que si une roquette ennemie touche ce revêtement et explose, elle déclenche un explosif sur le tank lui-même qui repousse l'énergie de la roquette vers l'extérieur. Et enfin, si rien de tout ça ne marche, il y a le blindage final du tank, dont les Russes gardent aussi le secret, disent-ils. Maintenant, ça va sans doute changer, puisqu'on en a capturé un, donc on va pouvoir voir de quoi ce blindage est fait. Voilà, je vous avais dit que je n'étais pas non plus un méga geek de la guerre, mais quand même. Une petite excitation quand même. Ouais, un petit peu, une petite excitation. Voilà, j'avoue. Mais c'est parce que j'ai pas à la faire moi-même. Je pense que si je devais faire la guerre moi-même, ce serait d'être excité très vite. Pour défendre les Ukrainiens. Pas tout de suite, en tout cas, tant que c'est pas strictement nécessaire. Il n'a pas son permis, je vous le rappelle. Et a fortiori, j'ai pas mon permis tank. Voilà. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.